Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, c'est Excellent sur Sud Radio, votre rendez-vous du dimanche avec l'excellence française. Le temps d'une heure, nous découvrons ensemble les dessins de celles qui vont chercher toujours plus loin. Elle est comédienne, réalisatrice et scénariste et trace depuis 20 ans un parcours singulier, tant dans nos salles obscures que dans l'écran de nos télés. Marie-Lou Berry, vous êtes à l'affiche de D'où Jésus, une comédie désopilante de Frédéric Kiering. Et c'est une satire audacieuse, grinçante, dans laquelle vous incarnez une femme, enfin une nonne, tout aussi libre qu'incontrôlable. Être une héroïne populaire, ça vous va bien, Marie-Lou? Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Un plaisir. C'est excellent, c'est l'émission des trajectoires singulières, celle qui raconte le talent à la française. L'audace de créer, le goût du beau et du bon. Il voulait vendre du caviar et il a fini par nous régaler de Paris à Tokyo. Charles de Saint-Vincent a fait de l'excellence sa signature à la tête de quatre établissements. Pensé au départ comme de simples comptoirs pour valoriser le caviar de la maison Boutari, il a bâti des tables devenues incontournables. En mêlant raffinement, exigence et instinct, ce Cantalien d'origine a su faire de l'exception une habitude. Bonjour Charles de Saint-Vincent et bienvenue. Bonjour Judith, merci de me recevoir. Avec plaisir, c'est excellent sur Sud Radio, bienvenue chez vous. Alors Marie-Lou Berry, comme je le disais en introduction, vous êtes à l'affiche de D'où Jésus de Frédéric Kiering, on vous écoute. Il était une fois un couvent triste, très triste. On pourrait y planter quelques fleurs, ce serait si joli, vous trouvez pas? Bien sûr, on pourrait aussi y mettre une buvette, un barbecue, frais des brochettes et un groupe de gogo danseurs aussi pendant qu'on y est. Nous sortons une fois tous les 2 ans pour voir le docteur. Manger à 11h, on tourne la tête. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je sais pas. Bon, vous avez eu l'air de bien vous amuser. Hein. Alors, un petit pitch quand même pour nos auditrices, nos auditeurs. Grosso modo, après 20 ans de silence et de prière, sœur Lucie s'enfuit du couvent. Elle va retrouver son amour. Elle s'enfuit pas vraiment, elle part sur un coup de tête. Oui, c'est pas elle prémédité. monte dans le bus, quoi. Elle monte dans un bus. Ouais, voilà. Il y a un ça. bus qui passe devant elle. On vient de lui annoncer une préménopause précoce. Et elle va regretter immédiatement son geste. Mais c'est trop tard. Elle est dans ce bus qui avance et qui ne va pas faire demi-tour pour elle parce que la vie est dure. Et elle va prendre la vie de plein fouet. Et c'est en fait dans un commissariat où elle va trouver refuge finalement, où elle va tomber nez à nez avec le portrait robot de son premier amour de jeunesse. D'accord. La raison pour laquelle elle est rentrée au couvent, qui est recherchée par la police. Et elle est intimement persuadée de son innocence. Donc elle va vouloir le retrouver pour prouver son innocence. Donc c'est pas la raison de ce coup de feu, de ce coup de tête, de ce coup de folie. C'est la vraie raison, c'est cette remise en question qu'elle va mener tout au long de sa quête et de ce film. C'est de savoir si elle a fait les bons choix, si elle s'est pas trompée, si elle veut un enfant et toutes ces questions qu'on traverse tous en fait. Et du coup, c'est une crise existentielle qui va aussi lui faire redécouvrir en fait la vie, quoi. J'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire tout ce qu'elle a la raté, pizza, oui. les cocktails, les tentations du monde et tout le tintouin, quoi. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Le bon comme le mauvais. Est-ce que c'est une renaissance ou est-ce que c'est une évidence, j'ai envie de dire? Est-ce que c'était pour elle évident qu'à un moment donné, ça allait être dans la rupture? Est-ce que c'est comme ça que vous avez abordé le personnage? Non, parce que je pense que quand on fait des choix, on a souvent le sentiment, et puis comme une enfant, que ces choix sont pour toujours, comme quand on se marie finalement. Et c'est pas forcément le cas, même quand on se marie. Et parce que finalement, être une sœur, c'est se marier avec Dieu. Hein, c'est cette symbolique-là. Et elle va tout remettre en question sur ce coup de tête-là, puisqu'on lui annonce que ça ne va plus marcher et elle se demande est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant. Et au-delà de la religion finalement, puisque c'est pas un film sur la religion, c'est pas un film qui parle des bonnes sœurs, c'est pas un film qui la dénigre non plus, la religion, et ça c'était important pour moi. C'est plutôt un film qui rit avec, je trouve, et c'est surtout un film sur la foi, parce que Lucie, elle a une foi indétrônable en la vie, quoi, elle est persuadée que quoi qu'il arrive, la vie va la remettre sur le bon chemin. Donc c'est la foi en la vie qui gagne face à la foi en Dieu, quoi. C'est ça? Je pense, oui. Ouais. Et en fait, il y a aussi cette idée de remise en question et de volonté de liberté personnelle aussi, qui prend le dessus, en fait, surtout. Oui, elle en voit tout valser, quoi. Ouais. Il y a un moment donné où, passer l'espèce d'effroi de se dire qu'est-ce que j'ai fait, de monter dans ce bus, de pas rentrer, la peur de l'inconnu, elle va découvrir aussi les plaisirs de l'inconnu, de tout ce qu'elle ne sait pas, de tout ce qu'elle a raté, parce qu'elle elle est rentrée dans ce couvent à 20 ans à peine, et elle découvre le téléphone portable, les réseaux sociaux, les copains, les kebabs, les hamburgers, les plaisirs, la joie, toutes ces choses-là
ça qu'on a moins dans un couvent, parce que dans un couvent, forcément, même s'il peut y avoir du plaisir, c'est un autre type de plaisir qu'on cultive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est pas un film sur le fait religieux, c'est quand même un film qui parle de nonnes au départ, donc il y a forcément, on en rit, c'est-à-dire que le comique, il se situe là aussi, puisque c'est une réaction de ces femmes face à l'immensité de la nouveauté, j'ai envie de dire. Et c'est presque plus un hibernatus, finalement. Ouais. Je pense à ce film avec De Finesse, que le réalisateur aime beaucoup. Le comique, il vient plus de là, il vient d'un personnage. Alors, si vous me permettez juste d'arriver à la réflexion que j'avais, c'était que l'idée, c'est qu'on peut rire quand même de toutes les religions en France et que c'est important de le dire. Parce qu'on en rit quand même de cette situation. Et je pense que ça n'aurait pas le même comique si elle n'avait pas la robe en question de la nonne. Je suis pas sûre, moi. Je pense pas que ça soit ça qui fasse forcément l'enjeu comique du film. Pour moi, l'enjeu comique du film, il fonctionne parce que c'est quelqu'un vierge de tout qui va se prendre en pleine face tout le reste. Et tout comme c'était drôle avec De Finesse qui était resté congelé, je sais plus où, pendant 150 ans, c'est drôle aussi avec Une bonne sœur, mais pas spécialement, je trouve, parce que c'est une bonne sœur. Alors oui, il y a des situations comiques. Du coup, c'est quoi? C'est un détail, le fait que ça soit une bonne sœur? Pour moi, oui, c'est un détail. Oui, c'est presque un détail. Effectivement, quand on la retrouve et qu'elle se fait relooker en Pretty Woman, ça joue pas mal sur le fait de passer de bonne sœur à Pretty Woman. Mais elle est très premier degré. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas du tout. Le plus important, c'est qu'elle ait des vêtements, finalement. Comment vous l'avez préparé, le rôle? Je l'ai préparé en travaillant. Le gros du travail, pour moi, ça a été de me mettre en bouche ces mots que je dis jamais, comme D'où Jésus, Marie, Joseph, par exemple, qui sont des phrases que je dis rarement, les prières, enfin voilà, pour qu'on ait le sentiment que ce soit quelque chose. Donc vous êtes allé en immersion un petit peu, vous avez été rencontrer des nonnes ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas un film sur les bonnes sœurs, justement, et que je pense qu'il y a autant de bonnes sœurs et de couvents qu'il y a de manières de pratiquer la religion. La religion, c'est une question d'interprétation. Par exemple, pour vous donner une idée de vraiment comme ça peut être l'opposé, les sœurs comme ça qui sont coupées du monde, elles ont des barrières qui entourent les espaces de vie. Et cette barrière, dans des couvents, elle peut avoir la signification qu'il est interdit pour les sœurs d'en sortir, mais dans d'autres couvents, elle a la signification qu'il est interdit pour les étrangers d'y rentrer. Et ce détail, c'est une question d'interprétation. Bien et sûr. Ça change tout. Sur la liberté, sur comment on le vit. Donc pour moi, la religion, c'est de l'interprétation des textes, de comment, voilà. Et c'est pour ça qu'aller dans un couvent, pour me fixer sur une vérité qui n'en est qu'une, parmi des milliers qu'il doit exister, c'était pas intéressant parce que j'avais pas envie de me couper de cette liberté et surtout de pouvoir coller à la vision de Frédéric Kiering, du réalisateur. De ce couvent qu'il a inventé. Lui, il s'est, je pense, plus penché sur le sujet que moi pour écrire. Mais moi, pour jouer, au contraire, moi, ce qui m'importait plus, c'était la douceur du personnage. C'était son parler un peu désuet, qui devait être extrêmement naturel. Et cette douceur, ce côté solaire, cette candeur, ce premier degré qui ne doit pas être trahi, parce que quand on trahit quelque chose de naïf, ça devient tout de suite... c'est pas un personnage bébête. Et je voulais... voilà, pour moi, le travail, il était là. D'accord. Charles de Saint-Vincent, on parle quand même depuis tout à l'heure du fait que ce n'est pas un film religieux selon Marie-Lou Berry, mais il y a quand même une forme de religiosité dans la manière d'aborder la manière dont les nonnes en tout cas vivent. Et il y a aussi une espèce de religiosité qui prend toute forme finalement. Et vous l'évoquez quand vous parlez de la dimension presque spirituelle en fait de l'alimentation, puisqu'à la maison Boutari, on parle de l'art de l'excellence française qui est en soi pratiquement une religion pour vous. Alors, c'est une religion, en tout cas c'est souvent aussi passionnel que peut l'être la religion, peut-être de manière un petit peu moins sérieuse, et heureusement. C'est la religion du goût, quoi. C'est la religion du goût, alors il y a même il y a la physiologie du goût comme on peut l'entendre. L'important pour nous, c'est en tout cas chez nous, c'est peut-être d'en faire quelque chose de moins sérieux que la religion. La gastronomie, c'est une science, c'est une passion, c'est parfois
l'occasion de débats qui peuvent être houleux, mais c'est aussi et surtout une manière de se rassembler, une manière d'être ensemble. C'est la convivialité, la festivité. Et pour nous, finalement, on en revient à l'origine. Alors, du coup, on va revenir au latin, puisqu'on parle de religion. La bonne chair, à l'origine, chair, c'est cara en latin, la face. Et à l'origine, cette chair, c'est pas seulement la nourriture, c'est le visage, c'est l'accueil. Et quelque part, en tout cas pour moi, si je dois trouver un peu à brûle-pourpoint un lien entre la religion et la gastronomie, c'est cet accueil. C'est le fait d'être dans la volonté d'accueillir et de faire passer aux gens, de transmettre, en tout cas chez nous, un bon moment. Voilà. Mais c'est un peu ça, jouer la comédie aussi finalement, Marie-Lou Berry. Oui, bien sûr, c'est transmettre des émotions. C'est le but est le même. Et quand on joue de la comédie, c'est transmettre aussi le rire, quoi. Oui, mais après, passer aux gens un bon moment. Oui, mais je trouve que dans les bonnes comédies, en tout cas moi dans celles que j'aime, on passe par plus d'émotions que juste le rire. Parce que quand il y a que le rire sur 1h30, c'est rarement bon sur 1h30, et je trouve qu'on traverse souvent plusieurs émotions. Ouais. Donc c'est ça qui me plaît moi dans mon métier, c'est que, et puis souvent les acteurs de comédie font pas que de la comédie aussi. On va y revenir. C'est excellent sur Sud Radio avec les acteurs de la création et de l'excellence. On fait une courte pause et on revient tout de suite avec la comédienne et réalisatrice Marie-Lou Berry et le directeur général, le président de la maison de caviar Boutari, Charles de Saint-Vincent. Restez là, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un excellent choix avec la comédienne ce soir, réalisatrice et scénariste Marie-Lou Berry, à l'affiche de D'où Jésus, la comédie de Frédéric Kiering, et puis Charles de Saint-Vincent à la tête de la maison de caviar Boutari. Alors Charles de Saint-Vincent, vous faites, on le sait, le caviar sauvage, il a été interdit depuis 2008, je crois. Et du coup, c'est le caviar d'élevage qui a pris la suite sur le marché. Et à la maison Boutari, c'est ce que vous proposez, mais alors directement de votre ferme à vous. Et c'est un caviar qui est hyper prisé des chefs français, mais pas que, parce que vous faites vraiment déguster directement aux gens que ça intéresse et qui ont envie de découvrir ça. L'idée, c'est qu'il est très proche en goût du sauvage et qu'en plus, vous travaillez d'autant plus la qualité puisque c'est votre propre production. Alors oui, on a nos propres esturgeons, ce qui fait de nous une maison de caviar avec une toute petite production. On est probablement la plus petite maison de caviar. Ce qu'on aime avant tout, c'est effectivement faire découvrir le caviar sous son jour le meilleur, c'est-à-dire expliquer les diversités qu'il peut y avoir entre différentes espèces d'esturgeons, expliquer la complexité que peut apporter l'affinage du caviar, et puis aussi le marier avec ou pas des plats, sachant que notre préférence, c'est de faire déguster le caviar pur. C'est là où on goûte tout son intérêt et toute son originalité. Et alors, vous êtes tellement passionné que vous avez fait un livre qui s'appelle Caviar, qui est un manuel décomplexé à l'usage de l'amateur. J'aime beaucoup cette idée. Et vous nous racontez, vous sourcez, vous nous racontez l'histoire du caviar elle-même et puis quoi d'autre ? Alors, l'idée, c'est que c'est un manuel qui couvre un petit peu tous les aspects qui peuvent être intéressants sur le caviar. À la fois la partie historique, comment est-ce que le caviar est passé d'un mets de pauvre, finalement, on est en plein carême, d'un mets de carême, en substitut de beurre, petit à petit passé sur la table des tsars, puis a été adoubé finalement par la haute société en Europe et surtout en France, à Paris, au moment de la Belle Époque, et petit à petit est devenu un mets de luxe. Et c'est une histoire qui est passionnante, où la guerre froide succède à la chute du mur de Berlin et à la chute de l'Empire soviétique. Et tout ça, le caviar le raconte à sa façon. C'est aussi une manière de comprendre mieux qu'est-ce que le caviar, parce que le caviar, c'est un produit qui est assez mystérieux pour les gens. Il faut savoir que c'est probablement la dernière frontière du luxe alimentaire.
pour la bonne et simple raison que ça l'est encore, puisque l'esturgeon, c'est un poisson qui mûrit, qui grandit très lentement. Donc il faut énormément de temps pour produire un caviar, ce qui explique que c'est encore un produit artisanal. Et alors juste pour vous couper, pour revenir sur ce que vous disiez sur le carême, vous m'aviez expliqué que le caviar c'était un plat pour les nécessités au départ, c'est-à-dire que en fait ça remplaçait le beurre sur les tables en Russie, quoi. Alors, c'est ça ? avant cela, effectivement, dans la Russie médiévale, le caviar, c'est avant tout un sous-produit finalement de l'esturgeon. Parce qu'il y en avait beaucoup de l'esturgeon pour le coup à l'époque. Il y en avait. Alors, il y a toujours eu énormément d'esturgeons, notamment en mer Caspienne, et puis dans les fleuves qui se jettent dans la mer Caspienne. Et c'est là où est né le caviar. Et ce caviar, au départ, c'est fait pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du poisson. C'est du poisson pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du poisson. Dans un pays, à une époque où le poisson est très demandé, puisque entre le petit carême, le grand carême, les vendredis, tous les jours maigres, finalement, il y a presque la moitié de l'année où on n'a pas le droit de manger de viande. Donc, petit à petit, ce produit-là, alors je raconte ça en détail dans le livre, hein, mais va devenir justement un substitut de beurre, puis un mets festif, puis un mets de luxe. Au hasard. Pour arriver sur la table du boutari et du petit boutari. Parce que vous avez repris l'histoire familiale, la maison familiale, et puis vous avez apporté votre touche qui est votre volonté, votre passion pour le caviar, en fait. Et vous avez commencé par monter des comptoirs pour qu'on puisse déguster, puis c'est devenu des restaurants, qui sont des rendez-vous incontournables, en fait, des gastronomes, quoi. Tout à fait. Alors, on parlait de changement de vie ou de bifurcation. Là, on a notre maison, c'est finalement une succession de bifurcations. Au départ, c'est une maison de vin de mon arrière-grand-mère. Puis une maison qui faisait principalement des fruits au sirop pour Maxime, Sédiard, Fauchon, un certain nombre de grandes tables, des fruits pelés à la main au jus. Et puis, je l'ai transformée en une maison de caviar qui s'est elle-même transformée en maison de gastronomie. On a repris en fait tous les éléments pour en faire une maison de gastronomie au-delà du caviar, qui reprend les éléments, on va dire, fondamentaux de l'esprit du caviar, qui sont le partage, c'est-à-dire la convivialité, et puisque c'est un produit qu'on partage sur la table, et la festivité, le côté de célébration, enfin d'être ensemble, pour marquer un moment collectif. Et effectivement, le décliner, cet esprit, plus que le produit lui-même, dans des restaurants qui sont des endroits de vie commune, finalement. Et alors, vous avez aussi ouvert à Tokyo. Parce que c'est un endroit aussi où je suppose que les gens ont envie d'aller à la découverte, peut-être plus. Tout à fait. Alors, on a ouvert à Tokyo un petit peu par hasard, puisqu'on avait une sommelière japonaise qui repartait à Tokyo. Ouais. Et avec elle, on a monté un restaurant, un tout petit restaurant. Mais c'est effectivement un pays de culture, de grande culture gastronomique. Ouais. Et où le caviar n'a pas du tout les mêmes connotations qu'en France. Et donc, c'était intéressant d'arriver et d'avoir une tentative d'éducation ou de présentation un petit peu différente du caviar dans un univers de bistrot français un peu chic. Ouais. Marie Le Berry, on entend la passion de l'excellence, l'art du détail, dont nous parle Charles de Saint-Vincent. Alors c'est une passion qui peut s'appliquer à tous les métiers, bien entendu au vôtre. Est-ce que vous pensez que pour être un bon comédien, c'est comme un excellent caviar, il faut bien sourcer, et puis il faut surtout travailler l'art du détail, l'art de la transmission, enfin tous les mots que vient d'utiliser Charles de Saint-Vincent, ça pourrait être utilisable pour vous, quoi. Oui, alors après c'est pas c'est pas le même métier, mais oui, je pense que les acteurs sont des gens souvent très exigeants, ne serait-ce que par exemple sur le tournage, une des choses les plus importantes pour la bonne entente et le bon déroulement d'un tournage, c'est d'avoir une bonne cantine, par exemple. Ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes sur un plateau, et je pense que pour qu'un acteur puisse bien faire son travail, il faut aussi qu'il ait un matelas confortable, c'est-à-dire qu'il y ait une équipe exigeante. Enfin, l'exigence, elle est à tous les niveaux. C'est comme en cuisine. En cuisine, s'il y a que le chef qui est exigeant et que tout le monde derrière ne suit pas, il y a l'assiette, elle ne suit pas. Donc c'est pareil pour un tournage. Il faut que tout le monde ait le même niveau d'exigence pour que le produit final, finalement, reflète cette exigence-là. Sinon, c'est très pénible. Bien sûr. Quelles sont les principales qualités d'un excellent caviar, Charles ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a d'abord l'aspect. Il faut que le caviar soit brillant,
Il faut que le caviar soit fondant. Souvent, les gens imaginent le caviar comme quelque chose de très résistant, de billes qui explosent. Non, le caviar, ça fond en bouche. Donc il y a l'aspect, il y a la texture, et puis il y a surtout et avant tout le goût. C'est comme un bon vin. C'est difficile de décrire qu'est-ce qui fait un bon vin. En général, c'est l'expérience qui fait que quand on a un bon vin en bouche, on le sait. Et c'est quoi, c'est la finesse en fait, peut-être Alors, il y a autant de variétés de caviar que de bons vins, justement. Il y a énormément de mauvais caviar. Alors, heureusement, il y a de moins en moins de mauvais caviar, puisque petit à petit, l'industrie, entre guillemets, c'est plutôt un artisanat du caviar, fait qu'on a de plus en plus de savoir-faire qui émerge aux quatre coins du globe, puisqu'aujourd'hui, on produit du caviar un petit peu partout dans le monde. Et donc, la qualité du caviar s'améliore de manière impressionnante d'année en année. Et après, en termes de goût, pour moi, c'est cet équilibre entre les saveurs marines, les saveurs iodées, le côté salin, le côté un petit peu anchois parfois quand on a des caviars affinés, et le côté terrestre. Alors quand je dis terrestre, c'est le beurre, la crème, le jaune d'œuf, cette espèce tous ces aspects qui viennent du fait qu'on a affaire à des protéines, et aussi parfois ce petit côté un peu fumé. Ça peut être aussi des notes de noisettes, de noix fraîches, ce côté un petit peu astringent de la noix verte. Et ça, cet équilibre-là, il va aussi dépendre de l'affinage du caviar et de la façon dont on l'a conservé. Et vous avez 3 chefs pour les 3 lieux que vous développez en France, à Paris. Donc vous avez notamment un de vos chefs qui est de Bretagne. Donc là, vous allez plutôt sur le côté mer, évidemment. Et puis les autres, racontez-les. Tout à fait. C'est comme les acteurs. Hein. Les chefs sont des artistes. Ouais, et donc ils apportent leur personnalité dans la cuisine, tout autant que l'acteur va apporter sa personnalité au rôle. Donc l'assiette, finalement, elle va refléter aussi cette personnalité. J'ai la chance d'avoir des équipes extraordinaires avec des gens qui sont non seulement passionnés, mais qui travaillent d'arrache-pied du matin jusqu'au soir, avec des profils très différents et très internationaux. Donc on a effectivement un Français pure souche, et même pur beurre, puisque effectivement il est breton, qui se traduit effectivement par une adhésion, enfin en tout cas une présence de fruits de mer, de produits de la mer et de caramel au beurre salé. Aussi une chef italienne, Claudia, qui elle, on a quelques sardines au Sahor, quelques pâtes maison qui font leur apparition dans les assiettes. Allez, rapidement pour le 3e, parce qu'on va devoir... Et Roméo, notre chef qui vient du Bénin et qui a des origines éthiopiennes, donc le grand écart, et qui apporte un petit peu quelques touches de baobab et de mafé. On adore. Sud Radio, c'est excellent. On est avec la comédienne Marie-Lou Berry et Charles de Saint-Vincent à la tête de la Maison Boutari. Vous restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Chaque dimanche à 19h, c'est votre moment d'échange privilégié autour de l'excellence. Et c'est excellent avec la comédienne, aujourd'hui réalisatrice et scénariste Marie-Lou Berry, qui est à l'affiche de D'où Jésus, qui est la comédie de Frédéric Kiring, et Charles de Saint-Vincent à la tête de la maison de caviar Boutari. Marie-Lou Berry, avant de continuer à échanger, on vous écoute encore. C'est parti. C'est l'histoire d'une fille qui cherchait l'amour. Dans l'absolu, je me trouve plutôt pas mal. Je me trouverais même parfaite si j'avais pas un léger problème de proportion. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je vous préconise du sport. Là, je vous dis pas merci alors. Bon, vous avez choisi? Bière pour moi. Morito. Coca Light. Oh! T'es enceinte! Putain, maman, ils sont où mes caleçons là? Et comme d'habitude, mon chéri, ils sont rangés avec tes chaussettes propres. Oh, maman! Ah! Gilles, j'ai bien réfléchi, on peut pas. Marie-Lou Berry sur Sud Radio. Alors j'ai choisi ces 2 films, Marie-Lou, c'est Joséphine et puis Joséphine s'arrondit, parce qu'il y en a un où vous jouez et un où vous jouez et vous réalisez. Qu'est-ce que vous avez préféré? Les deux. Ouais, moi j'aime beaucoup mon travail d'actrice, surtout que depuis que je réalise, c'est très reposant. Je prends beaucoup de plaisir à ne pas avoir tout ce travail à faire, et puis je prends beaucoup de plaisir à réaliser parce que moi c'est la continuité de mon métier d'actrice, c'est-à-dire que j'ai la chance de jouer des personnages souvent en haut de l'affiche, qui sont là 40 jours de tournage sur 40.
Et souvent, un personnage, ça a un appartement, ça a une famille, ça a des amis, ça a un costume, plusieurs. Et des fois, quand on arrive sur le plateau et qu'on découvre son appartement, on dit très bizarre cet appartement, j'aurais pas du tout imaginé ça comme ça. Par rapport au personnage que j'ai projeté. Et c'est ça qui, moi, a été le déclencheur, c'était de me dire que j'avais envie de maîtriser de A à Z le processus de création de mon personnage, finalement. Et c'est ce que j'ai fait avec Joséphine. Sur Quand on crie au loup, mon deuxième film, j'avais un rôle très secondaire, parce que déjà, j'étais enceinte de 7 mois pendant le tournage, mais parce que j'avais envie de jouer cette grosse dame méchante qui me faisait rire, et j'avais envie de mettre en scène Bérengère Krief dans ce rôle. Et puis, dans Joséphine Sarandy, j'ai pris énormément de plaisir à être devant et derrière, quoi. Et la double casquette, le fait de s'auto-diriger, finalement, comment ça fonctionne? Vous avez, j'imagine, un assistant réalisateur qui vous... Alors, c'est pas un assistant réalisateur, c'est plus un espèce de directeur artistique. C'est quelqu'un qui va répercuter avec moi et sans moi la continuité de ma réalisation, de la direction artistique. Et il est aussi une des seules personnes parce que si tout le monde donne son avis sur un plateau, c'est le bordel. Il faut que chacun ait un rôle bien défini. Et si tout d'un coup, moi qui suis devant derrière, j'ai besoin d'un avis et tout le monde... Alors, ça n'empêche pas d'avoir l'avis des autres, mais en tout cas, il y en a un qui est là pour ça, et en l'occurrence, c'était Mehdi Mangal, qui est un ami de cours de théâtre avec qui je travaille à chaque fois, et qui me donnait son retour sincère. Et je sais qu'il va me dire, non mais là, c'est pas possible, faut que tu baisses le curseur, faut que tu montes, c'est pas la direction où tu veux aller, et tout ça. Et voilà, mais sinon, c'est assez... pour moi, c'est une gymnastique plutôt facile. Et ce qui est intéressant dans ce personnage de Joséphine, c'est que c'est un personnage qui traverse des situations absurdes avec beaucoup d'humour, un peu comme on devrait faire dans la vraie vie, j'ai envie de dire, en fait. Hein ? Ouais. C'est ça. C'est une espèce d'ode à la légèreté aussi. Oui, et puis surtout d'ode à la liberté de se demander... de se dire je suis pas normal, est-ce que c'est normal en fait finalement? Je pense qu'on a tous cette petite horloge intérieure, ces questionnements intérieurs. Et alors, il y a un moment assez drôle, parce qu'on la voit souvent, votre maman, dans les films où vous jouez. Il y a un moment où vous voyez votre mère, votre vraie mère, Josiane Balasco, dans le miroir. Et c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et où, tout d'un coup, ça vous projette dans ce que c'est qu'être une mère. Et ça vous terrifie un petit peu. Mais c'est assez drôle parce que finalement, on se dit... Je pense qu'on est tous terrifiés par c'est ce que j'allais transformer dire. en Voilà. ses parents. Oui. Donc, on essaye d'éviter l'écueil à tout prix. Et en même temps, on crée le nôtre d'écueil, forcément. Et ma mère, moi, on joue souvent ensemble, mais on joue souvent ensemble je ne pourrais pas jouer avec ma mère à une inconnue. Ce serait absurde pour les spectateurs. Je veux dire, ils n'arriveraient pas à y croire 2 secondes. Donc, dès qu'il y a un rôle de mère-fille, moi, quand j'ai écrit Joséphine, sa mère ne pouvait être personne d'autre que ma mère. Bien sûr. Et pareil, dans Mes très chers enfants, ou dans Cendrillon, elle joue la marâtre, même si c'est ma belle-mère. Mais voilà, donc je me dis, en plus, on se ressemble, donc pourquoi s'en priver ? Charles de Saint-Vincent, c'est vous qui me l'avez dit hors antenne, la restauration pour vous c'est une forme de divertissement aussi. On est au théâtre en fait, dans un restaurant. Tout à fait. Et d'ailleurs les gens vont aujourd'hui de plus en plus au restaurant, pas seulement pour se sustenter, mais pour se divertir. La restauration gastronomique avait déjà commencé à créer des spectacles finalement autour de la nourriture, avec une histoire qu'on raconte. Nous, on s'attache à raconter l'histoire de tous nos plats, en expliquant tel petit détail et pourquoi ça apporte quelque chose, pourquoi est-ce que le chef a pensé à ça. Est-ce que vous avez une table du chef? On a une table du chef, chouette, on a même, dans la cuisine, au Petit Boutari, la table dans la cuisine. Bah oui, ça c'est génial. Super. Et on imagine que les maîtres d'hôtel aussi, etc., tout ça est extrêmement huilé et ils prennent plaisir aussi à ce jeu. Alors, non seulement ils prennent plaisir, mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour présenter une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, souvent, on a souvent recruté des acteurs qui ont la double casquette en service et soit sur les planches, soit devant les caméras, puisque en tout cas le rôle du service, c'est à la fois de divertir et de servir. Donc c'est là où il y a peut-être une petite différence, c'est qu'on n'est pas juste sur un jeu d'acteurs. Vous êtes au service. Voilà, il faut quand même s'adapter à l'auditoire et adapter son jeu
si je peux refiler la métaphore, aux attentes des clients. Il y en a qui vont vouloir être un peu laissés tranquilles et donc faut se faire discret. D'autres qui vont au contraire vouloir beaucoup de show. Et donc faut doser cette dose de jeu en fonction de l'auditoire. Alors, il y a aussi l'idée que l'élément essentiel, c'est qu'est-ce qui fait, c'est la totalité en fait qui fait qu'un simple repas devient un moment d'exception chez vous, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que le service, c'est aussi le décor, la présentation des plats. C'est une globalité, c'est aussi, j'imagine, l'énergie que transmet le chef de maison, parce qu'il y a le chef en cuisine et puis il y a vous. Alors, je pense que si on doit résumer, ce qui fait un moment d'exception, c'est avant tout l'intention. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie et que tous les éléments de la chaîne, tous les petits maillons qui vont faire que le service va se passer correctement au restaurant, que ce soit de la prise de commande à la cuisine, au service du vin et puis aux petites attentions qu'on va faire pour soit expliquer tel élément, soit rajouter un petit quelque chose parce qu'il y a un anniversaire, parce que on a vu que la personne avait telle ou telle envie et que du coup on allait voir discrètement le chef en disant est-ce que tu pourrais pas rajouter ci ou rajouter ça pour faire plaisir. Je pense que c'est cette intention-là qui compte et j'ai rendu hommage aux équipes de cuisine et il faut aussi rendre hommage aux équipes en salle. Donc petit message pour Floriane, pour Frédéric, passe le bonsoir. Pour elle, qui tous les soirs et tous les midis se creusent les méninges pour arriver à trouver la bonne tonalité pour les bonnes personnes. C'est une histoire de tonalité. Alors dans vos deux métiers à tous les deux, il faut parler, vous dites équipe, c'est un mot-clé. L'art de la table, de la gastronomie, c'est une parfaite coordination, on vient de le dire. C'est un peu comme une troupe de théâtre, comme une équipe de cinéma, on fait rien seul, dans ce métier. Oui, non, les acteurs, c'est pas un métier de solitude. Même un seul en scène, il y a un régisseur, ne serait-ce que le public, on n'est pas seul. Donc si on est seul, on n'existe plus. Charles ? Il n'y a pas grand-chose qui se fait seul. Mais en fait, c'est aussi, comment dire, qu'est-ce qui fait que l'équipe devient importante ? Est-ce que c'est ce qu'on envoie comme... c'est aussi les idées qu'ils vont proposer ? C'est aussi... comment ça se passe en équipe, votre travail, justement, d'organisation, de mise en scène ? Je dirais que, en tout cas, d'un point de vue personnel, moi je me vois un petit peu comme un metteur en scène. C'est-à-dire le but, c'est de régler tous les... non pas que je connaisse le métier de metteur en scène, mais en tout cas d'essayer de régler tous... ou peut-être mettre de chef d'orchestre, de régler tous les instruments en s'attachant à essayer de mettre le maximum au service de chaque instrument. Et donc chaque personne de l'équipe est un instrument et moi j'essaye de leur donner soit le bon tempo, soit la bonne note pour qu'ils puissent jouer leur partition. Et vous le faites bien. Merci à vous qui écoutez, c'est excellent sur Sud Radio. On était avec la réalisatrice et comédienne Marie-Lou Berry et Charles de Saint-Vincent qui est président de la maison Boutari. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent parce que créer du lien, c'est aussi donner du sens et c'est ça qu'on fait sur Sud Radio. Vous êtes en compagnie de Marie-Lou Berry, la comédienne et réalisatrice qui est à l'affiche de Doux Jésus et le président de la maison de caviar Boutari, Charles de Saint-Vincent. Allez, on vous écoute encore un petit peu, Marie-Lou Berry, c'est parti. C'est la fête des mères aujourd'hui ? Ah non, pas du tout. Le 12 décembre, c'est la Sainte Chantal. J'adore ce prénom, c'est celui de ma maman. Alors, est-ce que, éventuellement, vous pouvez prendre 200 sur cette carte-là ? Et, alors attendez, où est-ce que je l'ai mis ? Je sais pas où je le mets, à chaque fois. Faut que je vide le sac. Je suis obligée, je suis désolée. Ah, sa première addition. Ah, il était là. Mes très chers enfants de Alexandra Leclerc sur Sud Radio avec Josiane Balasco, Didier Bourdon et Marie-Lou Berry. Alors Marie-Lou, justement, Alexandra Leclerc vous a fait jouer dans ce film qui est très drôle parce qu'en fait c'est l'histoire de deux parents qui se rendent compte que leurs enfants viennent plus les voir et puis du coup ils vont s'inventer le fait qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, tout d'un coup ils ont gagné au loto je crois, voilà. Ouais. Et puis du coup ils vont jouer les riches alors qu'ils n'ont pas de sous, donc là en l'occurrence la scène qu'on vient d'entendre c'est celle où vous vous retrouvez
obligé de payer un dîner ou un déjeuner, pardonnez-moi, à la Tour d'Argent, hors de prix. C'est assez drôle. Alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que c'est évidemment entre votre mère, on l'a dit déjà tout à l'heure, avec laquelle vous jouez, les mères-filles, et vous-même. Déjà, vous vous ennuyez jamais en famille, j'imagine. Comment ça se passe? Est-ce que quand vous jouez ensemble ce genre de scène toutes les deux, vous allez chercher dans votre propre intimité? Comment vous travaillez ensemble? On a envie d'en savoir un peu plus. Bah, vous savez, la cuisine interne, elle est interne dans le sens où je pense que moi, j'extériorise pas du tout. On travaille pas à une table en se disant là, je vais faire ça comme ça ou là, je vais faire ci comme ça. C'est quoi? C'est beaucoup d'impro? Non, parce qu'il y a un texte très précis, le texte est su, et une fois qu'on a les costumes, qu'on est dans les décors et que vient le moment de jouer, moi très franchement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, et c'est ça qui est excitant, et c'est justement de voir aussi comment ça va se passer avec celui qui est en face, que ce soit ma mère ou pas d'ailleurs. Et le fait que ça soit ma mère, si vous voulez, c'est un peu comme des congés payés, quoi. C'est agréable, c'est cool, on se voit, parce qu'on est toutes les deux quand même assez occupées. Ma mère, elle tourne beaucoup, moi je bosse beaucoup aussi, donc c'était cette pause de tournage j'avais une quinzaine de jours sur le film, c'était très chouette. Et ce moment à la Tour d'Argent était encore plus chouette parce qu'on mangeait le vrai menu de la Tour d'Argent, ce qui est extrêmement rare au cinéma généralement pour des questions économiques, on fait pour de faux. Et là, on avait le vrai menu avec à la fin pour la dernière prise, je crois, du vrai champagne. et c'était très très drôle. Donc on a passé un très bon moment toutes les deux. C'est beau cette transmission justement. Et puis ce film, c'est un sujet inhérent à nous tous. Que se passera-t-il quand nos enfants auront grandi? Est-ce qu'ils vont venir nous voir? Est-ce que ça se joue pas dès la petite enfance? Et justement, pour en revenir à votre relation avec votre mère, le fait que vous soyez aussi proche aussi, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'elle vous a suivi comme vous aviez besoin qu'on vous suive plus jeune, quoi? Oui, après, je pense qu'on passe tous. Moi, ma mère me reproche très souvent, on se voit pas. Bah oui, mais on se voit pas, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense que les parents qui ont donné de l'amour, ils se retrouvent tous dans cette situation. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bons ou mauvais parents, c'est ça que vous voulez dire? Si, il y a des mauvais parents. Si, clairement, il y a des mauvais parents. Mais pour le coup, je pense que les enfants, ça vient, et c'est fait pour ça, c'est fait pour partir. Et c'est forcément super dur. Moi, déjà, mon fils, il a 6 ans, j'ai déjà peur de quand il n'y aura plus les gros câlins, quand il n'y aura plus ces trucs-là. Être parent, c'est faire le deuil de plein de trucs au fur et à mesure. Charles de Saint-Vincent, vous êtes chef d'une maison familiale. Vous avez repris la maison de tradition de votre famille, c'est vraiment ça. Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que comment ça s'est passé? Est-ce que c'est votre père qui vous a transmis cette idée? Alors c'est plutôt mon grand-père qui, lui, s'occupait effectivement de la partie verger, fruits, et tous les étés, toute la famille entière aller travailler à l'usine où on mettait les pêches et les poires et les abricots en bocaux. Tout à la main, quoi. Tout à la main, pelé à la main. Et je pense que c'est à la fois mon grand-père était aussi cofondateur de Sisley, qui a été revendu après à la famille, récupéré par la famille d'Ordano. Et donc il y a cette petite fibre entrepreneuriale, je pense qu'il a su transmettre. Pas de manière volontaire, je pense pas, juste en étant à ses côtés le plus longtemps possible. Et c'est quoi les valeurs humaines que vous voulez transmettre justement? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser ou de comme idée aussi, comme image aux gens qui viennent chez vous, aux gens qui travaillent pour vous? Si vous aviez par exemple 3 mots comme ça qui vous viennent. Alors, je pense que pour les gens qui viennent chez nous, pour les gens qui sont à l'extérieur de la famille, au sens large, je pense que le but, c'est l'ultra satisfaction. Alors, je ne sais pas s'il y a un terme précis, mais nous, notre but, c'est que les gens soient à 100% satisfaits et que, bien sûr, il peut y avoir des petites maladresses, des petites erreurs, mais qu'elles soient toutes rattrapées par justement cette intention de faire plaisir. Donc, finalement, si je devais le résumer par un mot, ce serait le plaisir. Et par contre, pour ma famille au sens large, c'est-à-dire les gens qui travaillent au sein de la maison, je pense que la valeur principale, qui est une valeur familiale, c'est la fidélité. Et je pense que c'est, en tout cas, une fidélité. Ça ne veut pas forcément dire de rester toute sa vie avec les mêmes personnes. Ça veut dire être fidèle à sa parole, être fidèle à ses principes, être fidèle finalement à tout ce qu'on a envie de transmettre
transmettre justement. Oui, bien sûr. Alors vous avez tous les deux en commun un héritage familial assez impressionnant. Vous, Charles, c'est la baronne à la base, Marie-Elisabeth de Saint-Vincent, qui a monté le premier. Du coup, c'était des vignes. Tout à fait. Ça, au qui château. existe encore sous l'appellation Château-la-Baronne, dans la montagne d'Alaric. Incroyable. Et vous, Marie-Lo, quand même, votre maman, on l'a dit, c'est Josiane Balasco, votre oncle, c'est Richard Berry, votre papa, c'est un sculpteur reconnu. Est-ce qu'il y a de la prédestination dans vos deux cas, à vous par commencer? Est-ce que c'est évident que vous allez faire ce métier-là, comme le reste Évident, de votre je sais pas, mais en tout cas, je pense que comme dans tous les métiers, il y a beaucoup de gens qui reprennent l'entreprise familiale, il y a beaucoup de boulangers de père en fils, il y a beaucoup de... Enfin voilà, donc je pense que oui, forcément, après savoir ce que j'aurais fait si j'avais pas été là, c'est très compliqué. Mais en tout cas, oui. Vous n'avez pas posé la question, quoi, au moment où vous êtes lancé, c'était une évidence. Enfin, c'est un truc que vous avez eu envie de faire très tôt, quoi. J'ai eu envie de le faire très tôt. Premières envies, c'est l'adolescence. C'est quand on commence à se demander qu'est-ce qu'on va faire. Quand on est nul à l'école et qu'on vous dit, tiens, regarde la liste là des métiers pour aller en école technique, et qu'on se dit, ah ouais, tiens, qu'est-ce que je vais faire et où je me dis, ouais, moi, effectivement, j'ai très envie de faire ce métier. Mais après, entre le penser et le faire, on est acteur que quand on joue. Bien sûr. Et vous, Charles, c'était une prédestination évidente, finalement? Je pense pas évidente. Il y a de toute façon jamais rien de vraiment évident. Je pense qu'il y a, pour tous les gens qui font des choses, il y a toujours non pas une prédétermination, mais en tout cas un bain. Des choses qui font que on a certaines envies, mais il y a toujours une décision à un moment de dire voilà, j'ai envie de faire ça. Et je pense que les gens qui font des choses, qu'elles soient bien ou mal d'ailleurs, qu'elles marchent ou qu'elles marchent pas, puisque c'est plutôt ça que je voulais dire. Ce qui est important, c'est la volonté, c'est le désir, c'est le fait d'avoir envie de faire quelque chose. Bien sûr. Allez, la dernière question de cette émission, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Charles, vous avez la parole, vous la gardez. Je lui dirais, prends soin des tiens. Ah, pourquoi? Parce qu'il faut toujours prendre soin des siens. Oui, mais parce que vous pensez que c'est quelque chose que vous auriez dû faire plus, peut-être? Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Et j'ai la douleur d'avoir perdu un petit garçon. Ah. Et je pense que chaque moment passé aux côtés des siens est précieuse. Ah, mais ça, c'est beau. Et c'est dit. Et vous, Marie-Lo Berry, qu'est-ce que vous lui diriez à cette petite fille? Je lui dirais de ne pas s'inquiéter. Vous étiez très inquiète? Ouais, et oui, j'étais quelqu'un d'assez renfermé, plutôt inquiète. Et enfin, j'ai jamais eu peur, parce que vraiment, moi, mon leitmotiv depuis toujours, c'est d'ailleurs, comme disait Cher, j'ai appris il y a pas longtemps, c'est si dans 5 ans c'est pas grave, c'est pas grave. Et de pas s'inquiéter, parce que voilà, aujourd'hui j'ai 42 ans et je suis très heureuse de là où je suis aujourd'hui, donc non, de t'inquiète pas, tout va bien se passer, quoi. Eh bien, bravo. Merci à tous les deux d'être venus par cet excellent. Merci à tous de votre fidélité. Alors, Marie-Lo Berry, vous êtes à l'affiche du coup de D'où Jésus de Frédéric Kiering. Et je recommande, c'est très très drôle. Et puis, toutes les infos sur la maison Boutari de Charles de Saint-Vincent, c'est boutari.com avec un Y. Les restos, c'est boutari-du6 restaurant.com. Boutari Restaurant, le comptoir boutari.com et petitboutari.com. Voilà, donc si on veut vous trouver, on vous trouve. Brunch le dimanche au comptoir Boutari. Voilà, pour les Parisiens, ceux qui passent par là, et puis pour les chanceux qui vont à Tokyo aussi. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui. Merci donc à tous de votre fidélité. On se retrouve du coup dès samedi prochain à 13h30 pour Parlons Femmes, et puis dimanche qui suit à 19h pour un nouveau C'est Excellent. Et je vous embrasse. Bye bye.